Braves gens. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle horrifique histoire. Et ce soir, dans Horrifique Histoire, le printemps des baies, une nouvelle de Stephen King. Braves gens, bonne soirée et bonne écoute. Jack des Brumes. En lisant ce nom, ce matin dans le journal, j'ai été transporté 8 ans en arrière, presque jour pour jour. Pendant l'affaire, j'étais passé à la télévision au cours du reportage d'audience nationale de Walter Cronkite. Je n'avais été qu'une silhouette dans la foule, mais ma famille m'avait aussitôt reconnu. Mes parents m'appelèrent du pays. Mon père voulait mon opinion sur ce qui se passait. Il me parla d'homme à homme, avec chaleur et fierté. Ma mère n'avait pour sa part qu'une hâte. C'était de me voir rentrer à la maison. Mais je n'en avais pas la moindre envie. J'étais ravi. Ravi par ce sombre et brumeux printemps des baies. Et par ces nuits d'il y a 8 ans où rôdait l'ombre de la mort. L'ombre de Jack des Brumes. Personne en Nouvelle-Angleterre ne sait pourquoi on appelle ça le printemps des baies. C'est juste une expression que nous ont apprise les anciens. Ils disent que cela n'arrive que tous les 8 ou 10 ans. Peut-être ce qui s'est passé à l'université de New Sharon en ce printemps des baies-là est-il également soumis à un cycle. Mais, à ma connaissance, personne ne s'est encore penché sur la question. À New Sharon, c'est le 16 mars 1968 que commença le printemps des baies. Ce jour-là recula l'hiver le plus froid qu'on eût vu en 20 ans. Il pleuvait et, à plus de 30 km des côtes, le vent charriait un air salin. Après avoir atteint par endroits plus d'1 mètre d'épaisseur, la neige se mit à fondre, transformant le campus en un champ de boue. Les bonshommes de neige, qu'un froid polaire avait gardé intact pendant 2 mois, commencèrent à ramollir, puis s'affaissèrent. La caricature de Lyndon Johnson, qui se trouvait devant l'asile de bienfaisance, pleurait à froides larmes. Devant Prashner Hall, la colombe perdit son plumage de glace, laissant tristement apercevoir ici et là son squelette de bois.
En tombant, la nuit apporta un brouillard cotonneux qui envahit silencieusement les allées et chemins du campus. Le long du mail, comme autant d'index, la cime des sapins perçait la brume qui, telle une fumée de cigarette, allait se lever paresseusement sous le petit pont près des canons de la guerre de sécession. Tout paraissait irréel, étrange, magique. Un habitué de la cafétéria, particulièrement distrait, qui se serait éloigné du boucan des jukebox pour prendre l'air, aurait été bien étonné de découvrir, au lieu d'une nuit étoilée et glaciale d'hiver, un monde silencieux qu'étouffait un brouillard opaque où seul parvenait à ses oreilles le son de ses propres pas et celui de l'eau qui s'écoulait des gouttières. Vous attendriez presque à croiser Frodon ou Sam, les hobbits, ou bien en vous retournant à ce que la cafétéria ait disparu, laissant place à un brumeux paysage de marécages et d'ifs, avec peut-être une clairière druidique ou un rond des fées. Un rond des fées, plutôt. Sinon, c'est pas clair. Cette année-là, le jukebox jouait Love is Blue, inlassablement. Il criait « Hey Jude !» Et puis, il y avait Scarborough Fair. Et cette nuit-là, à 23h10, John Dempsey, un jeune étudiant qui rentrait au dortoir, se mit à hurler dans le brouillard, éparpillant ses livres sur les jambes écartées d'un cadavre. La jeune fille gisait dans un recoin sombre du parking de sciences naturelles, la gorge tranchée d'une oreille à l'autre, ses yeux brillants comme si elle venait de réussir la meilleure blague de sa jeune existence. Excellent sujet, mais peu brillant causeur. Dempsey hurla. Le lendemain, le temps était couvert et maussade. Nous nous rendîmes à nos cours, d'impatientes questions aux lèvres. Qui ? Pourquoi ? Est-ce que tu crois qu'ils vont la voir ? Et toujours avec un frisson. Tu la connaissais ? Tu la connaissais ? Oui, elle allait dans le même cours de dessin que moi. Oui, l'un de mes camarades de chambre est sorti avec elle pendant le dernier trimestre. Oui, elle m'a demandé du feu une fois à la cafétéria. Elle occupait la table voisine. Oui, oh oui, Tout le monde la connaissait. Elle s'appelait Gail Kerman, et elle était étudiante en arts plastiques. Elle portait des lunettes de vieille dame, et avait une bonne tête. Tout le monde l'aimait bien, sauf ses compagnes de dortoir qui la haïssaient. Elle ne sortait jamais, mais il n'y avait pas eu 2 allumeuses comme elle dans tout le campus. Elle était affreuse. Mais si vous aviez vu comme elle était ravissante. C'était un véritable bout en train. Mais elle parlait peu et avait le sourire difficile. Elle était enceinte. Elle avait la leucémie. Elle était lesbienne. Et c'est son petit ami qui l'avait tuée. C'était le printemps des baies
Et en ce matin du 17 mars, tout le monde connaissait Gail Kerman. Une demi-douzaine de voitures de police firent irruption sur le campus. La plupart se garèrent devant le bâtiment Judith Franklin, où Gail Kerman avait été logée. En passant par là pour me rendre à mon cours de 10 heures, je dus montrer ma carte d'étudiant. « Avez-vous un couteau sur vous ?» me demanda le flic d'un air futé. « C'est à propos de Gail Kerman ?» l'interrogeai-je, après l'avoir assuré que l'engin le plus meurtrier que je portais sur moi était une patte de lapin montée en porte-clés. La réplique cingla. « Pourquoi vous me demandez ça ?» J'arrivais à mon cours avec 5 minutes de retard. C'était le printemps des baies. Et, cette nuit-là, personne n'osa s'aventurer seul sur un campus où le fantastique le disputait à l'académique. Le brouillard était revenu, apportant des senteurs marines, posant sur les choses une épaisse chape de silence. Vers 9 heures du soir, mon voisin de lit entra précipitamment dans notre chambre, où, depuis plus de 2 heures, je me creusais les méninges pour rédiger quelques lignes à propos de Milton. « Ça y est, ils l'ont eu !» s'écria-t-il. « On m'a dit ça à la cafette. »« Qui t'a dit ça ?»« Je sais pas, un type. C'est son petit ami qui l'a zigouillé. Un certain Karl Amalara. » Je me redressais, à la fois soulagé et déçu. Avec un nom pareil, ce ne pouvait qu'être vrai. Un sordide petit crime passionnel. « D'accord. Merci du renseignement. » Il quitta la pièce pour aller répandre la nouvelle dans les autres chambres. Je relus ma dissertation et, n'ayant rien compris à ce que j'avais écrit, je la déchirai, puis recommençai. Les journaux en parlaient le lendemain. Le visage d'Amalara s'y étalait d'une façon presque choquante. Il s'agissait sans doute d'une photo scolaire. Et c'était celui d'un garçon à l'air plutôt triste, au teint olivâtre, aux yeux sombres et au nez dévoré par les boutons. Il n'avait pas encore avoué, mais toutes les preuves étaient contre lui. Gail et lui s'étaient souvent disputés ces temps derniers et, depuis une semaine, ils avaient rompu. D'après son compagnon de chambre, il en avait été très abattu. Dans un nécessaire qu'il dissimulait sous son lit, la police avait découvert un couteau de chasse de 20 cm de chez L.L. Bean et une photo de Gail qui avait visiblement été tailladée à coups de ciseaux. À côté du portrait d'Amalara, figurait celui de Gail Kerman. On distinguait vaguement un chien et un flamand ployant le cou près d'une blondinette à lunettes, plutôt insignifiante. Elle ne regardait pas l'objectif, et un sourire forcé était plaqué sur ses lèvres. L'une de ses mains était posée sur la tête du chien. C'était donc vrai. Il fallait que ce soit vrai.
La nuit suivante, le brouillard était au rendez-vous. Je sortis cette nuit-là. J'avais mal à la tête et besoin de prendre l'air, de respirer le parfum humide du printemps qui balayait lentement une neige tenace, mettant à nu des sillons d'herbe brûlée. Cette nuit fut l'une des plus belles dont je me souvienne. Les ombres que je croisais dans la lumière des réverbères marchaient deux par deux, la main dans la main, les yeux dans les yeux. Les amoureux passaient en chuchotant. La neige fondue courait le long des allées, courait le long des rues, et des caniveaux engorgés s'élevait une plainte d'océan, le reflux d'une furieuse marée d'hiver. Je marchais jusqu'à près de minuit, jusqu'à être transpercé par l'humidité, croisant des ombres et percevant des pas dont le martèlement hantait les sentiers balayés par le vent. Qui pouvait affirmer que l'une de ces ombres n'était pas celle de l'homme ou de la chose qui allait devenir célèbre sous le nom de Jack des Brumes? Et merci Adrien 26 000 pour le follow. Et bienvenue. Au matin, la clameur qui avait envahi le bâtiment me tira du lit. Je me précipitai pour voir quel était l'objet du vacarme, me peignant avec les doigts, promenant une langue pâteuse dans ma bouche desséchée. « Ça y est, il y en a une autre !» me lança quelqu'un, le visage blême d'excitation. « Il va bien falloir qu'il le laisse sortir. »« Qui ça, le... Amalara !» me jeta fiévreusement quelqu'un d'autre. « Il était en tôle quand ça s'est passé. » « Quand quoi s'est passé ?» demandai-je patiemment. Tôt ou tard, ils finirent bien par me le dire. Le tueur a fait une nouvelle victime cette nuit. Et maintenant, ils sont en train de ratisser le campus. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ce fut encore le type au visage blême qui me répondit. Sa tête. Le tueur a emporté la tête de la fille avec lui. New Sharon n'est pas une école très importante. Mais elle l'était encore moins à l'époque. Le genre d'institution que les gens du métier appelaient familièrement entre eux un village universitaire. Et vraiment, c'était comme un petit village. Vous ne pouviez pas rencontrer un groupe d'étudiants sans saluer au moins l'un d'eux. Gail Kerman était précisément le genre de fille qu'on saluait, ayant vaguement l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Tout le monde connaissait Anne Bray. Elle avait été tambour-major du défilé lors de l'élection de Miss Nouvelle-Angleterre l'année précédente,
et s'était fait remarquer à sa façon de lancer un bâton rutilant sur l'air de « Hey, look me over ». De plus, c'était une intellectuelle. Anne Bray était rédactrice en chef du journal de la fac, une feuille hebdomadaire pleine de bandes dessinées politiques et de lettres incendiaires. Elle était membre du groupe d'art dramatique et présidente de l'Entraide nationale des étudiantes, section de New Sharon. Avec l'enthousiasme de la jeunesse, je lui avais soumis une idée de rubrique pour le journal et, par la même occasion, demandé un rendez-vous. J'avais été refait sur les 2 tableaux. Et maintenant, elle était morte. Une mort affreuse. L'après-midi, comme tous mes camarades, je me rendis à mes cours, saluant ceux que je connaissais plus cordialement qu'à l'habitude, comme pour masquer l'insistance avec laquelle je ne pouvais m'empêcher de les dévisager. Des fois c'est chiant le papier, putain, ça rase. Je sentis qu'il me regardait de la même façon. L'ombre était parmi nous, aussi sombre que les tortueux sentiers qui coupaient le Mail avant d'aller serpenter entre les chênes centenaires sur la partie du campus qui se trouvait derrière le gymnase. Aussi sombre que les énormes canons de la guerre de sécession, par un soir de brume. Nous nous dévisagions, guettant le signe qui trahirait tant de noirceur. Cette fois-ci, il n'y eut pas d'arrestation. Au cours des nuits du 18, du 19 et du 20 mars, les poulets ratissèrent méthodiquement le campus noyé dans le brouillard, tandis que des projecteurs exploraient avidement le moindre recoin. L'administration décréta un couvre-feu qui entrait en vigueur dès 9h du soir. Un couple d'inconscients qu'on avait surpris nus dans les buissons au nord du Tate Alumni Building fut embarqué par la police de New Sharon, puis cuisiné sans relâche pendant 3 heures. Le 20, un vent de panique souffla sur le campus. Un garçon avait été trouvé sans connaissance sur le parking, là même où on avait découvert le corps de Gail Kerman. Un flic, un peu demeuré, l'avait chargé à l'arrière de sa voiture de patrouille et, sans même lui tâter le pouls, avait jeté une carte de la région sur son visage avant de foncer vers l'hôpital le plus proche, toutes sirènes hurlantes, entonnant dans le campus désert un requiem un peu prématuré. Et bonsoir Obscuroustache, j'espère que tu vas bien. À mi-chemin, le corps se redressa sur le siège arrière et demanda d'une voix caverneuse : « Bon Dieu, où est-ce que je suis ?» Le flic poussa un cri et perdit le contrôle de son véhicule. Le mort s'appelait en fait Donald Morris et n'était qu'un jeune collègue qui venait d'être cloué au lit pendant 2 jours par une bonne grippe. Était-ce la grippe asiatique cette année-là ? Je ne m'en souviens pas. Quoi qu'il en soit, Maurice s'était évanoui sur le parking en se rendant à la cafétéria pour prendre un toast.
et un bon bol de soupe. La chaleur orageuse persista. Des groupes se formaient, se défaisaient, puis se reformaient avec une rapidité surprenante. On ne pouvait pas garder longtemps la même tête en face de soi, sans finir par se poser des questions à son sujet. La vitesse avec laquelle les rumeurs se propageaient d'un bout à l'autre du campus approchait maintenant celle de la lumière. Un professeur d'histoire assez populaire avait été surpris, pleurant et riant tour à tour près du petit pont. Gail Kerman avait laissé 2 simples mots, un message codé écrit en lettres de sang sur l'asphalte du parking de sciences naturelles. Les 2 crimes étaient des meurtres rituels, perpétrés pour des raisons politiques par une ramification de l'ENE dans le but de protester contre la guerre. Tout cela était profondément risible. La section de New Sharon de l'ENE ne comptait que 7 membres. Si en plus il y avait eu des ramifications, l'hypothèse émise par l'aile droite du campus, selon laquelle il s'agissait d'agitateurs venus de l'extérieur, s'en trouva renforcée. Aussi, au cours de ces jours étranges et lourds, nous épuisâmes, nous les yeux, à les rechercher. Toujours aussi superficielle, la presse s'obstina à ignorer la ressemblance frappante qui existait entre ces meurtres et ceux que perpétra Jack l'Éventreur pour aller chercher beaucoup plus loin, jusqu'en 1819. Anne Bray avait été découverte sur un sentier bourbeux, à 4 mètres environ de l'allée la plus proche. Et cependant, il n'y avait pas la moindre empreinte sur le sol, pas même les siennes. Sans doute à cause de sa façon de disparaître dans le brouillard sans laisser de traces. Un journaliste du New Hampshire, qui cultivait le goût du mystère, avait surnommé l'assassin Jack des Brumes. Le 21, la pluie se remit à tomber, transformant le Mail et le campus en marécage. La police annonça qu'elle lâchait des auxiliaires en civil des 2 sexes et réduisit de moitié le nombre de ses véhicules. Le journal de la fac publia un éditorial des plus virulents, quoique pas très cohérent, pour protester contre ces mesures. L'idée générale semblait en être qu'avec tous ces flics camouflés en étudiants, il deviendrait impossible de déterminer qui était ou n'était pas un agitateur venu du dehors. Le soir tomba, tirant la brume après lui. Elle remonta lentement et presque pensivement les allées bordées d'arbres, gommant l'un après l'autre les bâtiments du campus. Elle se répandait en volutes fluides et impalpables, mais qui avait quelque chose d'implacable et d'angoissant. Jack des Brumes, personne ne semblait en douter, était un homme. Mais, par nature, la brume, sa complice, était féminine. Ou du moins le ressentais-je ainsi. C'était comme si les 2 amants avaient embrassé notre petite université
dans la passion de leur folle étreinte, l'attirant dans leurs noces de sang. Je m'assis pour fumer une cigarette et, devant le spectacle des lumières qui s'allumaient dans l'obscurité croissante, me demandais si tout était fini. Mon compagnon de chambre entra, puis ferma doucement la porte derrière lui. « Il ne va pas tarder à neiger, » fit-il. Je me retournai. « T'as entendu ça à la radio ? » ?»« Non, pas besoin de météo. Tu n'as jamais entendu parler du printemps des baies ? » ?»« C'est possible, mais il y a longtemps. » La sagesse populaire. Il s'approcha de moi, scrutant les ténèbres par la fenêtre. Le printemps des baies, c'est un peu comme l'été indien, seulement le phénomène est beaucoup plus rare. Dans une région comme la nôtre, on bénéficie d'un été indien tous les 2 ou 3 ans. En revanche, un caprice du temps tel que celui que nous observons en ce moment n'intervient que tous les 8 ou 10 ans. C'est un faux printemps, un printemps trompeur, tout comme l'été indien n'est qu'une éphémère bouffée de chaleur en novembre. Selon ma grand-mère, le printemps des baies signifie que le vent du nord, le plus cinglant, traîne en chemin. Et plus il se fait attendre, plus terrible sera la tempête. Des légendes, je n'en crois pas un mot. Je me tournai vers lui. Mais tout ça me rend nerveux. Pas toi ? Il sourit avec bienveillance et piqua une cigarette dans mon paquet ouvert sur le rebord de la fenêtre. À part toi et moi, je soupçonne n'importe qui. Son sourire se figea légèrement. Et il ajouta : « Quoique je me pose parfois des questions à ton sujet. Tu veux aller faire une partie de billard au club ? Je te mets 10 points dans la vue. J'ai un partiel de trigonométrie la semaine prochaine. Il faut que je me prépare un paquet d'anti-sèche. » Je restais le nez collé à la fenêtre pendant un long moment après son départ. Et même alors que j'avais ouvert mon livre pour me mettre à travailler, une partie de moi-même était restée dehors, marchant parmi les ombres qui abritaient quelque funeste événement. Et merci du follow April Dru, et bienvenue. Cette nuit-là, Adele Parkins fut assassinée. 6 voitures de police et 17 policiers en civil qui se faisaient passer pour des étudiants, dont 8 femmes qui avaient été demandées en renfort à Boston, avaient patrouillé toute la nuit sur le campus. Pourtant, sans s'y méprendre, Jack Desbrumes avait tué l'une des nôtres. Ce faux printemps, ce printemps trompeur, s'était fait son complice. Le lendemain matin, on avait retrouvé des parties du corps horriblement mutilées d'Adele Parkins derrière le volant de sa Dodge 64, sur le siège arrière et dans le coffre. En lettres de sang, le pare-brise portait une inscription bien réelle, celle-ci. A. A. Un vent de folie souffla sur le campus.
Tout le monde avait connu Adele Parkins, sans vraiment la connaître. C'était l'une de ces femmes anonymes et surmenées qui travaillaient de 6h à 11h du soir à la cafétéria, où elle devait affronter des hordes affamées d'étudiants revenant de la bibliothèque. Sans doute avait-elle pu relâcher la pression au cours de ces 3 dernières nuits de brouillard. Le couvre-feu ayant été rigoureusement observé, passé 9 heures, les seuls clients de la cafétéria avaient dû être quelques flics au ventre vide et des gardiens exceptionnellement bien lunés. Les bâtiments déserts avaient fini par venir à bout de leur sempiternelle mauvaise humeur. Je ne vois pas grand-chose à ajouter. Aussi susceptible de se laisser aller à la panique que n'importe lequel d'entre nous, et se sentant acculé, la police arrêta un étudiant en sociologie nommé Hanson Gray, un inoffensif homosexuel qui déclara ne pas pouvoir se souvenir de l'endroit où il avait passé les nuits fatales. Il fut inculpé, puis relâché, et put ainsi regagner au triple galop sa ville natale du New Hampshire après le sauvage assassinat de Marsha Curran lors de la dernière nuit du printemps des baies. La raison pour laquelle elle était sortie seule restera à jamais une énigme. Marsha était ronde, pas bien jolie, et partageait un appartement en ville avec 3 autres filles. Elle s'était glissée sur le campus aussi silencieusement et avec autant de facilité que Jack Desbrumes lui-même. Par quoi avait-elle été poussée là ? Peut-être par un besoin tout aussi puissant et irrépressible que celui qui animait son meurtrier, et pareillement incompréhensible. Peut-être par le désir désespéré d'une aventure passionnée avec la nuit tiède, la brume enveloppante, le parfum de la mer et l'acier glacé du couteau. Cela s'était passé le 23 mars. Le 24, le directeur de l'établissement annonça que les vacances de printemps seraient avancées d'1 semaine. Et nous nous éparpillâmes, non avec joie, mais apeurés comme les bêtes d'un troupeau à l'approche de l'orage, laissant le campus désert, hanté par la police et par une ombre sinistre. Possédant mon propre véhicule, je pris 6 camarades avec moi, leurs bagages entassés dans la voiture. Ce ne fut pas un voyage très agréable. Chacun de nous savait que Jack Desbrumes pouvait être assis à côté de lui. La température baissa de 10 degrés au cours de la nuit, et toute cette région de la Nouvelle-Angleterre fut balayée par un vent du nord furieux qui recouvrit un paysage de débâcle de 30 cm de neige. Il y eut le contingent habituel de crises cardiaques chez les vieillards. Puis, comme par miracle, arriva le mois d'avril. Ces averses transparentes et ces nuits étoilées.
On appelle cela le printemps des baies. Personne ne sait pourquoi. C'est un moment damné et mystificateur qui ne survient que tous les 8 ou 10 ans. Jack des Brumes se dissipa avec le brouillard et, au début de juin, on ne parlait déjà plus sur le campus que des actions à entreprendre, et notamment du sit-in envisagé dans les locaux mêmes où un célèbre fabricant de napalm procédait à de l'embauche. À la fin du mois, Jack des Brumes avait presque été banni des conversations, du moins en public. Mais je pense que nombre d'étudiants y pensèrent et repensèrent dans l'espoir qu'un éclair de raison viendrait briser cette coquille de démence. Cette année-là, j'obtins mon diplôme et l'année suivante, je me mariai. J'ai trouvé une bonne place dans une maison d'édition de la région. En 1971, nous avons eu un garçon. Et maintenant, il est presque en âge d'aller à l'école. Et puis, aujourd'hui, le journal. Bien sûr. Je savais qu'il était de retour. Je l'ai compris hier matin, quand, en me levant, j'ai entendu le clapotis envoûtant de la neige fondue courant le long des gouttières. Et quand, du perron de notre maison, j'ai senti l'air piquant et salin de l'océan, distant d'une 20aine de kilomètres. J'ai su que le printemps des baies était revenu lorsque, quittant mon travail la nuit dernière, j'ai dû allumer mes phares pour percer la brume qui déjà noyait les coteaux et les vallons, gommant les angles des immeubles et couronnant les lampadaires d'un halo féerique. L'article relate que le corps d'une jeune fille a été découvert sur le campus de New Sharon, près des canons de la guerre de sécession. Elle a été tuée la nuit dernière et on l'a retrouvée sur un îlot de neige fondante. Elle n'était... Quelque chose manquait. Ma femme est dans tous ses états. Elle veut savoir où est-ce que j'ai passé la nuit dernière. Je ne peux pas lui répondre parce que je ne m'en souviens pas. Je me rappelle avoir pris le chemin de la maison, avoir allumé mes phares pour retrouver mon chemin malgré l'étreinte voluptueuse de la brume. Mais c'est tout. Je repense à cette nuit où, souffrant d'une migraine, je suis sorti prendre l'air parmi les ombres douces, sans forme ni substance. Et je repense à la malle de ma voiture, qu'on appelle aussi, et c'est horrible, un coffre. Et je me demande pourquoi diable j'aurais peur de l'ouvrir. Tandis que j'écris cela, j'entends mon épouse pleurer dans la pièce voisine. Elle pense que j'ai passé la nuit dernière avec une femme. Et oh mon Dieu, je le pense aussi.
Et voilà qui clôt cette histoire.